avec cette table ronde, nous allons identifier donc les bonnes bases pour construire un avenir solide. Et donc, je vais avoir le plaisir d'appeler donc à me rejoindre sur scène Philippe Pouletti, donc cofondateur et directeur général de Truffle Capital, Christian Deleuze, qui est directeur général délégué à l'innovation de Sanofi, Benjamin Garel, directeur de Paris-Saclay Cancer Cluster, et Anne Buchet, conseillère Europe de la santé de Confrontation Europe. Allez-y donc pour identifier ces bonnes bases, et notre débat sera animé par Anne Jean-Blanc, donc journaliste et responsable éditorial santé des forums du Point. Voilà, nous pouvons effectivement les applaudir. Le sujet est d'importance, donc comment pouvons-nous conforter une Europe de la santé, notamment, mais Anne, je vous laisse bien entendu mener les débats. Merci. Alors une fois encore, on va faire grosso modo 4 parties. On va d'abord parler des bonnes bases pour l'Europe. Le cancer de l'Europe existe-t-il? On va parler du PSCC, donc le Paris-Saclay Cancer Cluster, des grands écosystèmes qui se sont créés, et puis des freins nationaux et des enseignements qu'on peut tirer éventuellement des pays de nos amis voisins. Alors on va commencer avec vous, Anne Buchet. L'Europe du cancer existe-t-elle, ou que faut-il faire pour la créer, l'améliorer? C'est à vous. Je ne pense pas qu'on puisse dire que l'Europe du cancer existe. Je pense que tout le monde dans cette salle est conscient que le domaine de la santé est un des domaines où les compétences européennes sont très très limitées. Si on regarde comment l'Europe s'est construite dans ce domaine, on peut dire qu'on a un cadre qui est plus formalisé pour tout ce qui est lié aux menaces sanitaires, comme on l'a vu un peu pendant le Covid avec les achats conjoints de vaccins, on l'a vu aussi avec le pass sanitaire, on l'a vu un peu avec le rôle de l'ECDC comme centre épidémiologique. Et ça, parce qu'il y a une volonté politique de faire quelque chose, parce que les virus ne connaissent pas de frontières, mais dès que ces interdépendances n'existent plus, la volonté politique faiblit. Donc en fait, dans les maladies non contagieuses, on trouve une collaboration qui est beaucoup plus partielle, discontinue dans le temps. Et dans ce constat qu'on pourrait dire un peu, qui n'est pas très encourageant, il faut quand même se rendre compte que le cancer est le domaine, avec les maladies rares, sur lesquelles le consensus européen comme priorité politique est le plus fort. On a eu des plans cancer, qui ont donné des résultats, comme par exemple la législation tabac. Elle est sortie du plan cancer précédent. On a eu aussi les premières recommandations sur le dépistage ont été très très structurantes pour un certain nombre de pays qui n'avaient pas des programmes de dépistage. Donc il y a quand même eu des opérations qui ont fonctionné. Et maintenant, avec le plan cancer actuel de la commission von der Leyen, eh bien, il y a effectivement une volonté, il y a une reconnaissance politique du fait que le cancer est un problème à l'échelle de la société européenne, parce qu'on est, avec une population vieillissante, on est finalement une population qui est plus exposée au cancer que d'autres régions du monde. On est 10% de la population mondiale et on est 25% des cas de cancer. Et donc, il y a un problème européen. Il y a aussi le fait que la grosse question du cancer, c'est la prévention, et la Commission, l'Union européenne, elle est responsable de législation qui influence beaucoup, en fait, les facteurs de risque du cancer. On parle de la législation tabac, on peut parler de la législation produits chimiques, pesticides, environnementale avec la qualité de l'air. Donc il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites au niveau de la prévention dans les chantiers législatifs. Je crois qu'en dernier lieu, ce qu'on fait pour le cancer est bon pour un certain nombre de pathologies, et donc il y a eu ce choix d'utiliser le levier du cancer pour notamment réduire les inégalités d'accès aux soins de santé dans l'Union européenne, que ce soit à l'intérieur des pays ou que ce soit entre pays. Elles sont très importantes, on l'a vu encore tout à l'heure avec les chiffres, ces inégalités. Est-ce qu'il y a, même si ce n'est pas du tout la même maladie, est-ce que vous pensez qu'il y aura un effet Covid sur l'Europe de la santé d'une façon globale? Les uns les autres, vous d'abord, et puis tout le monde peut réagir. Allez-y, Madame Buchet. Il y a un effet Covid. Il y a eu un paquet Union de la santé qui a été présenté dans la foulée du Covid, qui tire les leçons.
c'est très difficile de voir dans les faits là où le renforcement va être fort. Parce qu'à nouveau, je pense que le soutien politique est pas... Il y a une très grosse, enfin, il n'est pas très fort, il y a une très grosse réticence des États membres à renoncer à une souveraineté dans ce domaine, mais on voit un effet Covid par un renforcement du rôle des agences, de l'agence des médicaments, pour les questions de pénurie de médicaments. On a vu la création de cette nouvelle agence de HERA qui doit être un peu comme le pendant de l'agence américaine BARDA. On a... aussi, enfin, je pense que l'effet Covid a permis aussi de se rendre compte de l'importance de l'information épidémiologique et des données de santé. Et ça, c'est des chantiers sur lesquels il y a des changements très importants qui sont à l'œuvre à l'heure actuelle dans l'Union européenne. Philippe Poletti, l'Europe de la santé, vous y croyez? Je suis un optimiste invétéré, je vais y croire. Mais vous parliez du Covid, hein, l'Europe a été très en retrait par rapport aux États-Unis. Alors on a beaucoup critiqué Donald Trump, à bon escient, mais enfin le 20 avril 2021, l'administration américaine avait publié un white paper avec ce qu'elle attendait des industriels au point de vue diagnostic, les anticorps monoclonaux, les vaccins, avec de très gros moyens financiers qui ont été dégagés, qui ont donné des résultats. Pendant ce temps-là, chaque pays européen avait son petit conseil scientifique autonome pour faire ses propres préconisations. On aurait pu attendre un conseil scientifique européen très haut de gamme. La Banque européenne d'investissement qui recevait des projets des industriels disait vous allez faire la queue parce qu'on a des ressources limitées, ressources humaines pour évaluer les projets. Les Américains, ils mettaient les experts en pion voilà pour dire ce projet oui on finance, celui-là non. Donc l'Europe... Bon, heureusement que Thierry Breton était là pour dire aux industriels qu'il fallait acheter des sacs. Micro, oui, si vous pouvez rapprocher votre micro, merci. Mais donc, on a été un peu déçus. La France a plutôt... Bon, je ne vais pas recommencer depuis le début. Hein. Donc la France a pas mal réagi parce que la NSM, par exemple, pour une de nos entreprises, avait donné un accord le 1er mai à 23h pour commencer un essai clinique. BPI s'est bien mobilisé, mais j'aurais préféré, encore une fois, que l'Europe existe. Et on va parler de l'Europe du cancer. Les moyens dévolus par les gouvernements américains, par les investisseurs, par les épargnants américains sont très en retrait par rapport à ce que font les États-Unis, ce qui est très dommage compte tenu des priorités de santé publique, des opportunités économiques de développer des nouveaux médicaments, des nouveaux systèmes de diagnostic, de prévention, etc. Donc les enjeux ne sont pas pris à bras-le-corps par les gouvernements européens. Je trouve que ce qu'on voit le mieux traduit aujourd'hui post-Covid, c'est l'absence d'appétence aux risques françaises ou européennes. S'il faut une pandémie et 1000 morts par jour en France pour qu'on décide qu'il faut simplifier administrativement, prendre des risques, etc., c'est complexe. Et je ne suis pas sûr que ça traduise du coup dans la durée un modèle qui puisse fonctionner. Et on revient malheureusement aujourd'hui vers nos standards. On réévalue. On parlait tout à l'heure, et Norbert parlait des médicaments innovants dans le cancer, et dont on évalue le bénéfice-risque. Sauf que ce n'est pas tout à fait la même chose d'évaluer le bénéfice-risque selon qu'on est un évaluateur ou un malade atteint d'un cancer avec des métastases qui attend un traitement potentiellement innovant. Parce que la notion de risque, elle devient vachement moins prégnante par rapport à l'intention d'efficacité. Et je ne suis pas sûr qu'on ait fondamentalement cette culture de risque. C'est peut-être parce qu'on est une vieille Europe. En tout cas, notre perception par rapport à des Chinois ou des Américains est assez différente. Alors, on va demander au jeune Benjamin Garel ce qu'il en pense. Nous, ce qu'on peut voir, c'est les décisions qu'ont les différentes startups, hein, parce que c'est elles qui jouent un rôle clé, on en reparlera tout à l'heure, de mise à disposition des découvertes de la recherche sur le marché. Et c'est vrai que quand elles font leur investissement, elles ont le choix de rédiger un IND, c'est-à-dire de faire des recherches sur l'être humain aux États-Unis ou de le faire en Europe. Et en fait, l'accessibilité en Europe est plutôt concertée. En revanche, l'accessibilité au marché l'est beaucoup moins. C'est-à-dire que pour négocier le remboursement, vous allez devoir faire un dossier unique pour l'ensemble des 28 pays européens, mais vous allez devoir le négocier pays par pays, où chacun a sa règle qui est toujours différente et des délais très différents. Or, les investissements sont tellement énormes pour amener un médicament chez l'être humain que de voir cette accessibilité en Europe qui est
nettement plus élevé que discuter avec 4-5 grosses compagnies d'assurance aux États-Unis, que voilà, des fois pour des raisons de concertation européenne, de difficultés et de chacun des particularités, et en fait les startups et les entreprises, je laisserai Christian développer ça, vont faire le choix de l'Amérique et du coup c'est les Américains qui vont en profiter en premier. Alors justement pour contrer ça, on va parler du PSCC. Est-ce que c'est racontez-nous un petit peu ce magnifique projet. Enfin, c'est plus qu'un projet, puisque ça a été lancé officiellement il y a quelques 15 semaines. jours. Ouais, voilà. Il y a 15 jours, voilà. Alors le PSCC, pour tous ceux qui ne savent pas. Ouais, le Paris-Saclay Cancer Cluster, c'est une super initiative prise par 5 fondateurs, dont Sanofi fait partie, donc Gustave Roussy fait partie, aux côtés de l'Université Paris-Saclay, de l'Institut Polytechnique et de l'INSERM. On a eu la chance en plus que 4 partenaires clés nous rejoignent, que sont Unicancer, qui est intervenu, Curie, l'Assistance publique des hôpitaux de Paris et Médicène. Donc c'est ces 5 fondateurs qui ont créé une association, parce qu'il y a une opportunité assez incroyable. Autour de Gustave Roussy, il y a 40 hectares qui sont constructibles pour former un énorme campus public-privé. Et ce campus va être en plus très facilement accessible fin 2024, puisqu'il y a la ligne 14 qui ouvre ses portes au pied de Gustave Roussy, et donc il va se retrouver à 15 minutes du cœur de Paris. Pour l'instant, c'est pas simple. Pour l'instant, oui, c'est beaucoup plus long, c'est plutôt 45 minutes à 1 heure, pour y arriver. Et c'est vrai que d'organiser des événements là-bas, il y en a qui ont pu le tester, c'est parfois un petit peu long, il faut motiver les gens. Donc le but, c'est de faire un campus autour de cet hôpital incroyable qui est Gustave Roussy, plus de 500 essais cliniques. Tout part de l'hôpital, tout revient à l'hôpital. Et nous, on est une association actuellement, on va peut-être se transformer en fondation, on va offrir différents services pour, après un diagnostic, pour aider les startups à innover. Alors pourquoi les startups ? Simplement parce qu'on a regardé sur ces 5 dernières années, sur les 30 molécules d'oncologie qui ont été approuvées au niveau de la FDA, il y en a plus de la moitié, on a pu le chiffrer, plus de la moitié qui viennent de start-up. Donc les start-up jouent un rôle clé et souvent le chiffre communément admis, c'est entre 70 et 80% de nouvelles thérapeutiques qui sont amenées par les start-up. Donc, et si on a une excellente recherche académique en France, on voit que le nombre de start-up créées par rapport au nombre de publications n'est pas du tout le même que dans d'autres pays européens ou qu'aux États-Unis. Et donc l'idée, c'est de fournir un petit peu tous les services là dont ont manqué les startups, dont on nous a présenté les locaux. Donc on va y avoir jusqu'à 100 000 m² de labo bureaux, de la mise en relation avec les experts, ça a été très, très bien dit tout à l'heure. On a les acteurs clés de l'oncologie, aussi bien en termes de recherche qu'en termes de clinique. Donc de faciliter l'accès à ces key opinion leaders pour travailler avec les startups, en termes d'accès à des plateformes techniques et en termes d'accès à la donnée. Donc voilà, on ne s'interdit rien, on sera en diagnostic permanent, en contact des startups, des entreprises, des industriels, à changer notre offre ou à développer des nouveaux services. Alors j'ai vu que Philippe, vous avez repris un micro. Je pense que vous vouliez intervenir. Avec Christian, on se disait il faut bien qu'on s'engueule sur quelques petits trucs, etc. Donc, quel va être le budget en R&D de cette initiative annuelle? Le vrai budget, pas consolidé tous azimuts, hospitalisation, mais le budget de R&D. Alors, nous, on n'aura pas de budget de R&D, donc il sera à 0. Ah, bon, déjà, il est à 0. Nous, on est là en soutien, ça, on sera en soutien des startups. Alors, on va financer des plateformes pour 50 millions. On va financer de la structuration de données pour 30 millions. On aura un fonds d'intervention pour aider les startups de 10 millions au départ, mais qui devraient grossir. Donc on va faire des actions pour aider les industriels à aller le plus vite. Pour être un peu polémique, moi je trouve ça très bien comme initiative, mais si je fais le total, ça fait 100 millions. 100 millions, c'est la taille moyenne d'une introduction en bourse d'une société sur le Nasdaq. Donc j'ai envie de vous dire, c'est bien, mais comme d'habitude en France, on joue petit bras, ce qui fait que la France va rester au milieu ou en queue du peloton par rapport à d'autres pays et surtout par rapport aux États-Unis. Vous voyez, c'est ça qui est dramatique, c'est on a des initiatives, mais elles sont pas du tout
de l'ampleur nécessaire pour un continent, l'Europe, qui est le premier PIB mondial. Alors Christian Deleuze, qui était à l'origine du petit bras, va vous répondre. Non, mais si on dit polémique, moi je suis là, Philippe. 100 millions, c'est ce que l'État vient de se proposer de mettre dans le dispositif pour justement financer ces plateformes et permettre de trouver un lieu unique, on va dire, du niveau de la techno de niveau mondial. Sanofi, de son côté, s'est engagé à mettre de l'ordre de 150 millions. Donc on a 50 millions qui vont servir à financer l'OPEX pendant 10 ans, une cinquantaine de millions qui permettront de financer de la R&D locale. Notre site d'excellence mondiale en oncologie est à Vitry, c'est-à-dire à 2 futures stations de métro et d'ici là 20 minutes à vélo électrique du site de Villejuif. On mettra jusqu'à 60 millions pour accompagner les entreprises, donc des startups peut-être, une de tes prochains BV, qui seront prometteurs et qui sur le site voudront se développer, et pour lesquels évidemment on trouvera des synergies par rapport à notre stratégie. On a aujourd'hui déjà une douzaine de grosses boîtes, AstraZeneca ou Serono, Servier, Pierre Fabre, qui ont manifesté de l'intérêt pour venir localiser des équipes, financer de la recherche. Encore une fois, c'est un modèle collaboratif qu'on impulse. J'aurais tendance à dire, refaisons une table ronde dans 2-3 ans, il n'est pas exclu qu'on puisse répondre que le plan R&D sur les 10-12 plateformes qui seront déjà développées, c'est peut-être déjà 200-300 millions d'investis et un potentiel de 1 milliard, 2 milliards de valorisation des structures, puisque le PSCC ne va pas prendre d'IP, c'est pas fait pour monter des boîtes, c'est fait pour mettre à dispo des plateformes techno, des compétences, attirer et retenir des talents comme on ne sait plus tellement le faire, et mettre tout ça à dispo des entrepreneurs, des académiques, tout ce savoir-faire ou ce talent qu'aujourd'hui on regrettait de voir partir assez systématiquement Boston, San Francisco ou Shanghai pour faire le job. Donc on en est à 350 millions, c'est mieux. 350 millions. Combien vas-tu mettre avec Truffle Capital? Oui. 750 millions. 350 millions, c'est la moitié de ce qu'une compagnie comme Syncor, qui est dans le domaine de l'hypertension, a levé 600 millions pour développer jusqu'en phase 2 un anti-aldostérone. Donc ce que je dis, c'est bien comme initiative, j'applaudis, mais il en faut 10, 15 comme celle-ci. 100 millions de l'État, c'est pas beaucoup. Donc c'est bien, ça va donner un peu d'air frais, de souffle, mais encore une fois, les moyens dévolus par la France et d'autres pays européens ne sont pas à la mesure des enjeux, et c'est pour ça que 80% des médicaments nouveaux de biotech viennent d'entreprises américaines, et que malheureusement, ça va continuer. Benjamin Garel, défendez-vous. On va d'abord faire nos preuves, là, on est tout jeune et on va se battre pour. Effectivement, nous on se compare beaucoup avec Boston, le Kendall Square, où effectivement ils ont levé 1,5 milliard au niveau des différents pouvoirs publics. Donc nous, le Kendall Square, c'est agnostique en termes de domaine thérapeutique. Nous, on est centré onco. L'onco, c'est souvent la moitié des investissements. Donc ça veut dire qu'il faudrait qu'on lève 750 millions. On est autour des 300 millions et on va essayer de continuer à lever. Alors, cette comparaison n'est pas exacte parce que... Parce que la maladie chronique européenne et française, c'est quoi? C'est que, la recherche académique n'est pas financée de manière adéquate. C'est-à-dire, en France, on a une recherche quand même très fonctionnalisée, avec les budgets qui sont alloués au CNRS, à l'INSERM, etc. La recherche américaine, elle est élitiste. Alors, ce n'est pas un système facile, parce que si les Américains ne sont pas capables, les chercheurs américains, d'aller chercher auprès des agences de moyens leurs grants de 2, 3, 4 millions. En sus, les universités qui emploient ces chercheurs ont un préciput, un overhead de 60% qui leur permet d'embaucher d'autres chercheurs. Donc c'est une recherche élitiste qui attire beaucoup de chercheurs du monde entier et qui fonctionne très bien selon tous les index, publications, brevets, revenus de licence, nombre de prix Nobel, etc. Donc ça, c'est une maladie chronique et aucun gouvernement français, depuis Sauvons la recherche, n'est capable de dire on va muscler l'Agence nationale pour la recherche, qui est une agence de moyens, qui aujourd'hui saupoudre 1 milliard d'euros en complément des budgets des grands organismes. Si l'ANR pesait 5-6 milliards, eh bien, ça donnerait un énorme souffle à la recherche française. Donc ça, c'est la première maladie.
française. La deuxième, c'est qu'un tout petit pourcentage de l'épargne des Français irrigue le capital risque, irrigue le marché boursier vers la biotech, vers la medtech, et c'est vrai aussi pour l'IT. Donc, par rapport aux États-Unis, on pèse 1/20 des financements qui sont dévolus aux entreprises. À PIB corrigé, ça fait un 7e, un 5e, etc. Donc ça, c'est la deuxième maladie chronique. Et malheureusement, on ne va pas dans la bonne direction. Bon, les budgets des États sont corrects. Crédit impôt recherche, jeune entreprise innovante, BPI France pour les premiers étages, c'est-à-dire pour les très jeunes entreprises de biotech. Quand vous êtes en phase 2 et en phase 3, ça devient ridicule. Donc le résultat, c'est quoi? C'est que les entreprises de biotech françaises naissent, on est la Startup Nations, mais qu'ensuite, ces entreprises ont deux choix. Soit se vendre à des grands groupes, la plupart des acheteurs sont quand même américains ou parfois suisses et plus rarement français, soit aller se coter sur le Nasdaq. Se coter sur le Nasdaq, ça veut dire que très vite, on déplace le tropisme vers les États-Unis. Le management, on se dit, ce directeur général qui a un drôle d'accent, on va peut-être le remplacer par un directeur général bostonien qui parle un bon américain. Le conseil d'administration change, l'actionnariat change, on regarde un peu de recherche en France pour avoir un peu de crédit impôt recherche. Et donc, malheureusement, ces deux choix conduisent à la perte pour la France et pour l'Europe de leurs meilleures start-up. Anne Buchet, est-ce que vous avez une réaction? Est-ce que vous êtes aussi pessimiste? Je suis très optimiste. Ah, mais pas pour nous. Si. Voilà. Enfin, je pense que la comparaison avec les États-Unis, Il ne faut pas empêcher les autres de parler, Philippe. la comparaison avec les États-Unis, elle est erronée. Parce qu'on n'aura jamais un espace intégré comme celui des États-Unis, on n'aura jamais un système unifié comme celui des États-Unis, donc on dépend beaucoup plus de mise en collaboration, de mutualisation des fonds qui sont très différents au niveau européen. L'expérience qu'il y a quand même dans un certain nombre de secteurs quand on compare l'Europe et les États-Unis, c'est que des startups sont effectivement obligées d'aller aux États-Unis pour grandir, mais qu'elles reviennent aussi en Europe. Alors elles reviennent avec différentes formes, il y a toute une question, des questions à discuter sur les brevets et des choses comme ça, mais c'est pas qu'elles quittent définitivement le marché européen. Ça, je crois que c'est important. C'est vrai que dans les signes, ce qui est inquiétant, c'est le fait que la situation relative de l'Europe par rapport aux États-Unis s'est dégradée. C'est dégradé dans le sens où l'Europe, très récemment, est devenue moins attractive pour la recherche, moins attractive pour les essais cliniques. Elle est moins prête à l'investissement numérique dans le domaine de la santé que les États-Unis. Et donc ça, c'est en train de produire un décalage qui est inquiétant. Mais autrement, dans l'absolu, bien sûr, les États-Unis sont partout, sont leaders d'un point de vue recherche et technologie, mais ce qui est créé en Europe ne part jamais définitivement. Et est-ce que le fait qu'il y ait ces grandes inégalités qui ont été démontrées tout à l'heure lors de la visio, c'est un vrai problème pour l'Europe, Christian, par exemple? Les inégalités entre les pays? Enfin, ça a été très bien décrit. À partir du moment où ce n'est pas une compétence européenne et où chaque État décide, en fonction de ses moyens, puisqu'on ne va pas se mentir, de ce qui peut ou pas bénéficier à ses malades, donc organisation des soins, tarif des médicaments, on aura ces inégalités. Il y a eu en 2016, de mémoire, une réunion qui essayait de traiter de la problématique de l'accès différé, notamment sur les traitements des maladies rares, où évidemment les malades allemands ont le traitement en 3 mois et les malades roumains au bout de 2 ans et demi, avec cette idée qu'il faudrait que tous les citoyens européens accèdent au traitement en même temps, ce qui me paraît extrêmement juste et cohérent. La question par contre de quelles étaient les modalités à mettre en œuvre dans les discussions du coup avec les industriels pour permettre à tous les malades d'accéder, est-ce que le prix roumain doit s'appliquer à tous au premier jour ou est-ce que le prix allemand s'appliquerait à tous les citoyens, ou est-ce qu'on laisse comme avant les États en discuter? Et finalement on a à la fois dit il faudrait que tous les malades l'aient en même temps et pris aucune décision sur des modalités de discussion de ce que pourrait être un tarif pour des citoyens européens. Donc le chantier est en plan, je dirais, mais c'est pas anormal. Pour revenir sur la question
du constat, évidemment, on partage le constat. C'est même pour ça qu'il y a 2 ans, on a commencé à discuter de pourquoi faudrait-il faire des politiques de site, pourquoi faudrait-il mettre en commun et investir 100 millions à un endroit. Alors, ça paraît peu. En même temps, c'est la première fois qu'on concentre et qu'on dit on va mettre 100 millions à un endroit, on va y attirer les industriels, les talents, on va essayer de les concentrer et on va voir ce que ça produit. Donc bien sûr qu'on ne va pas régler tous les problèmes de l'investissement ou de la recherche en France. Il nous semble quand même que nous faisons une tentative dans la bonne direction et que cette politique de site, cette idée que, par exemple, on a demandé à nos camarades académiques de Gustave Roussy ou de l'Université Paris-Saclay d'apporter en contribution, non pas en numéraire, mais en temps de leurs experts, par exemple. On a demandé à Gustave Roussy de s'engager à ce que leurs Nobelisables, ils en ont quasiment à chaque étage, acceptent de donner du temps, comme ils le font au MIT, pour travailler dans des startups qu'ils n'auraient pas forcément créées, parce qu'aujourd'hui c'est comme ça qu'ils font, mais dans des modèles collaboratifs. On a demandé à Paris-Saclay de mettre à dispo, alors ils ont des centaines de modules de formation, on a dit, et si on essayait de créer des parcours pour permettre à des académiques de devenir entrepreneurs et créer des startups, et à des gens qui sont des entrepreneurs de comprendre l'oncologie pour travailler avec eux, et de s'assurer qu'ils vont se croiser. Donc on essaie de monter un modèle vertueux, encore une fois, comme l'a dit Benjamin, c'est Boston est le modèle. On est d'accord, ça ne va pas marcher tout de suite. Boston, ça n'a pas produit tout de suite. Il me semble quand même qu'on est dans une bonne direction. Et pour reprendre le titre de la table ronde, ça constitue peut-être une solidification des bases, mais on se rappellera qu'avec une base, on ne va pas très loin, puisque la problématique, c'est que la base, c'est le point de départ. Donc, l'idée, c'est que nous fassions en effet une trajectoire d'amélioration. Les États-Unis, c'est peut-être pas le benchmark, on n'en a pas tellement d'autres. Si on veut quand même se fixer des ambitions un peu élevées et se dire, à horizon 10 ans, 20 ans, il faut qu'on regarde toute l'innovation, enfin, tout ce qu'on produit, dans l'ensemble de la valeur que ça produit. Parce que moi, ce que je vois, surtout dans ce que je disais tout à l'heure, c'est quand je discute avec mes collègues américains, un médicament de maladie rare chère, quand il est analysé dans la réflexion, on regarde aussi sa contribution à l'emploi, sa contribution au développement d'une valeur ajoutée plus globale. On ne regarde pas juste le fait que ce serait un coût pour la collectivité, on regarde ce que ça change à la vie des malades qui le reçoivent. On a fondamentalement, et sur le plan philosophique, un regard qui est quand même un peu aussi différent, au-delà de l'innovation, sur l'analyse de la valeur produite pour la collectivité. Philippe ? Alors, quand vous disiez l'Europe, c'est très différent, ne pourra pas être comme les États-Unis, je ne suis pas d'accord avec vous. Bon, moi, j'ai vécu 13 ans en Californie. Il y a des progrès. Par exemple, il y a une réforme réglementaire là, qui vient de rentrer en œuvre. Avant, pour faire un essai clinique dans des pays européens, il fallait l'accord de chaque agence. Maintenant, il y a un pays rapporteur, on choisit son pays rapporteur et ça vaudra pour tous les pays. Alors, au début, ça va être un peu lourd, hein, la mise en route, les 90 jours, etc. Et puis, les comités de protection des personnes, ça va rester une compétence nationale, donc ça va encore freiner. Mais vous voyez, on peut faire ce genre de progrès. Alors, il y a des progrès et puis il y a des freins. Hein, la HAS, on en parlait un petit peu tout à l'heure, en cancérologie, elle dit « Oh là là, on ne va pas approuver des CAR-T pour le myélome parce qu'il faut plus de données sur la safety. » Alors autant la safety pour un antihypertenseur ou une statine, c'est très important, autant pour les malades qui ont une médiane de survie de 6 ans, de 6 mois pour un cancer, on peut prendre le risque d'effets secondaires même sans avoir fait des essais cliniques sur plusieurs milliers de patients. Mais on retrouve chez la HAS l'attitude qui était la même au ministère de la Santé sur le numerus clausus en se disant il faut freiner les dépenses de santé et pour ça il faut moins de médecins et il faut moins de médicaments innovants approuvés. Il est étonnant que les Français d'ailleurs tolèrent cet état de fait, que d'autres pays européens acceptent de rembourser des médicaments innovants et qu'en France on dit oh non, on va attendre 2, 3, 5 ans plus de données. La vraie raison c'est on freine les dépenses de santé et on ne met pas la santé des Français en priorité. Anne Buchet ? Non, je pense. En fait, sur les discussions sur la stratégie pharmaceutique au niveau européen, il y a un certain nombre d'avancées qui sont prévues au-delà des questions d'essais cliniques que vous avez mentionnées, sur l'accélération
des processus d'autorisation de mise sur le marché, sur le rôle de l'accompagnement scientifique upstream, sur aussi la constitution d'espaces de données intégrés des agences de médicaments. Donc il y a beaucoup de choses qui sont faites dans ce domaine. Et vous parlez de l'évaluation des technologies de santé, c'est aussi un domaine dans lequel ça bouge. Ça a mis longtemps, notamment parce que les grands pays comme la France et l'Allemagne considéraient qu'ils avaient des niveaux de qualité qu'ils ne voulaient pas compromettre en les mutualisant avec l'ensemble des pays européens. Mais il y a une législation qui va être maintenant mise en œuvre, où ils ont déjà accepté qu'entre pays, ils vont faire entre les organismes d'évaluation des technologies de santé des analyses cliniques communes pour les médicaments innovants. Donc c'est pas du tout au niveau des décisions de remboursement, et ça ne le sera jamais parce que la sensibilité des questions budgétaires est forte et donc c'est pas quelque chose qu'on va résoudre au niveau européen, mais sur une analyse scientifique, clinique du rôle de l'innovation, il y a des accords qui sont en train d'être montés pour mettre en commun les approches. Donc il ne faut pas désespérer. C'est très long, je suis d'accord, mais il y a une bonne identification de ce qu'il y a à faire. Et avec l'aide des professionnels, avec un certain engagement du Parlement européen, on a dominé un certain nombre de réticences politiques des gouvernements nationaux. Benjamin Garel. Oui, c'est vrai qu'il y a une vraie dynamique et je pense que ça va être très long et très compliqué, mais c'est toujours très lent et trop lent. Typiquement... justement, dans les médicaments qu'on fait actuellement, ils ciblent des mutations qui sont présentes dans différents types de cancers, alors que l'IND, c'est-à-dire les essais cliniques, sont encore par organe. La FDA est en train de sortir un papier comme quoi ils réfléchissaient à faire des essais cliniques multi-organes. Ce n'est pas le cas de l'Europe. Sur plein de thèmes d'innovation, on voit bien que la réglementation n'évolue pas assez vite. Par exemple, sur les bras synthétiques, il y a déjà 3 molécules qui ont été approuvées au niveau de la FDA avec des bras synthétiques. Ce n'est pas le cas aussi en Europe. Dites-nous ce que c'est comme les bras synthétiques, parce que tout le monde n'est pas censé savoir. Quand on fait un essai clinique, en principe, on est censé donner la molécule qu'on teste et un placebo. Et au lieu de donner le placebo, notamment pour certaines maladies rares, on va simuler sur des données de patients ce qu'aurait donné le parcours du patient qu'on a en face de nous avec un placebo, en extrapolant son parcours avec les données dont on dispose. C'est ce qu'on appelle le jumeau numérique ? Non. C'est ça ? Non, c'est pas ça. C'est le début du jumeau numérique. D'accord. C'est plus simple. C'est ce on sait le faire aujourd'hui, alors que le jumeau numérique, c'est encore beaucoup de travaux de recherche en ce moment. Et donc là, on voit que la FDA est souvent la première à bouger, et c'est encore des choses qui vont faire que les gens auront plutôt tendance à choisir les États-Unis, parce que le benchmark Amérique et Europe, il est fait systématiquement quand on parle de plusieurs centaines de millions d'euros qu'on va investir pour mettre une molécule ou une thérapeutique au niveau du patient. Christian ? Oui, je voulais revenir sur la discussion toujours autour de l'Europe de la santé et comment elle peut se construire. Il y a quand même quelques difficultés philosophiques ou culturelles, je ne sais pas comment on va appeler ça, qui seront au-delà des problèmes techniques, qui en effet avancent, madame, vous avez raison, on fait des progrès. Mais par exemple, quand l'Allemagne constate qu'il y a des pénuries de médicaments, ils font quoi ? Ils augmentent les prix, s'assurant par là même que les médicaments viendront plutôt sur le marché allemand que dans d'autres pays. Ça ne viendrait pas l'idée des Français et ça ne serait pas dans les moyens des Roumains, si je veux simplifier. Donc si on veut faire une Europe du médicament juste, il va falloir aussi qu'on règle ces questions un peu culturelles. Et ça se retrouve après à tous les étages. Je le disais, les Allemands payent un peu plus cher, plus près des prix américains. La France préfère être en bas de la fourchette, c'est la doctrine, donc c'est simple. Pas au milieu, en bas de la fourchette des prix européens. Donc ça a évidemment des conséquences dans le temps d'accès pour les malades assez logiques. Et puis, il y a les systèmes de liste en sus, et on lisait hier que des médicaments allaient sortir des listes en sus. Donc ces listes en sus, ça finance des médicaments qui étaient onéreux, qui permettaient donc pour les établissements hospitaliers qui traitent des cancers, par exemple, de faire payer le traitement en plus de la prise en charge du malade classique. Quand le médicament sort de la liste en sus, ça veut dire qu'il va falloir prendre le traitement sur le prix de séjour journalier précédent. Et on ne le refinance pas. Et la liste en sus, elle est faite au départ quand le médicament n'est pas encore sur le marché, donc quand il est encore dans une phase d'expérimentation. Pour un médicament qui est onéreux par rapport à ce qu'est le coût d'une prise en charge. Vous payez C'est fréquent ?
Oui, il y a une liste en Suisse qui est assez importante, qui a plutôt tendance à augmenter en coût et en incidence. Donc le fait que les médicaments sortent de la liste en Suisse, c'est une chose normale. Il faut qu'il y ait des entrées et des sorties, que ça se gère de manière dynamique. Ce que je voulais mettre en avant, c'est que comme ça n'est pas financé par ailleurs, c'est l'établissement qui va du coup se retrouver à devoir, Gustave Roussy ou n'importe quel établissement du cancer demain, va devoir trouver dans son propre budget actuel de comment financer ce médicament, avec le risque que du coup, ça pose des problèmes de choix, d'arbitrage, de ce que vous voulez. Donc voilà, il n'y a pas que l'évaluation dans l'idée qu'on pourrait faire une Europe de la santé juste et qui vaut pour tous les malades, on va dire. Il y a quand même l'idée qu'on se mettrait aussi d'accord après sur des tarifs, un accès, et ce qui est bien. Et ça, c'est dans la durée de la vie du médicament qu'on doit l'envisager. Oui, Yann Buget. Peut-être, enfin tout à fait. Hein. Les systèmes de remboursement, comme je le dis, resteront des systèmes nationaux. Micro. Merci. Voilà. Donc, tout à fait, que les systèmes de remboursement restent des systèmes nationaux parce qu'ils sont liés à des décisions budgétaires de finances publiques, in fine. Donc ça restera. Mais il y a quand même dans toute la fragmentation du marché des médicaments et sur les questions des pénuries et sur les questions de prix, un certain nombre de choses qui sont dures à comprendre parce qu'il n'y a pas de transparence, fondamentalement. Il n'y a pas de transparence des prix. Qui paye quoi ? Quand les États membres ont commencé à échanger des informations de façon très confidentielle, et moi je me souviens très bien parce que la Commission ne faisait pas partie de ces échanges parce que nous n'avons pas de compétences, mais ils ont indiqué des différences de prix qui sont de l'ordre de 1 à 10 dont ils n'étaient même pas conscients. Donc il y a un exercice pour effectivement défragmenter le marché, qui est un problème. Il y a un effort de transparence qui doit être fait sur les prix et qui est en train d'être discuté. Je ne sais pas jusqu'où ça ira en matière législative. Il est aussi prévu que dans tout le processus avec l'Agence des médicaments, il y ait aussi une discussion de la stratégie de mise sur le marché des médicaments après l'autorisation, parce que les entreprises, elles sont censées annoncer quel est leur plan de commercialisation et en fait cette information elle reste inutilisée, donc on va être beaucoup plus informé, on veut essayer d'extraire de cette information un peu une image plus complète de la stratégie de développement du marché. Donc à mon avis il y a des changements importants qui ont lieu tout en enfin, le prix ne sera jamais le même dans l'ensemble de l'Union européenne, ça c'est très clair. Mais, je ne sais pas pourquoi vous dites ça ne sera jamais. On a quand même été capable de faire une politique agricole commune. On pourrait peut-être réfléchir à une politique de prix et de remboursement commune, d'autant que beaucoup des dépenses de santé sont payées par des assurances privées, des très gros acteurs, AXA et d'autres, et qu'on pourrait parfaitement envisager d'aller dans cette direction. Donc effectivement, de dire ça ne sera jamais, je pense qu'à condition d'avoir des politiciens un peu actif, on devrait aller dans cette direction. Il est inadmissible que pour un même médicament avec les mêmes données cliniques, certains pays disent « Ah non, on n'est pas d'accord, il n'y a pas assez de preuves d'efficacité, le bénéfice-risque », et d'autres pays disent « Bien sûr ». Donc ça introduit une distorsion au niveau de l'Europe dans le domaine de la vie et de la mort des patients qui est anormal. Et donc il faut dire non, on doit aller dans une autre direction que de dire ce sera toujours de la responsabilité des États de dire vous avez droit à ce médicament et vous non. Christian, je vois hocher de la tête là. Non. Je me suis déjà pas mal exprimé sur le sujet. Non. Bon, c'est bon. Benjamin, c'est bon pour le sujet ? Alors en clair maintenant, puisque le titre était des bonnes bases pour construire un avenir solide, si vous deviez en donner deux bases, chaque fois les deux choses principales, certaines ont déjà été dites, mais pour les uns et les autres, Benjamin, c'est quoi pour vous l'avenir solide demain d'une Europe du cancer ? Je pense que c'est un peu ce que j'ai parlé tout à l'heure, c'est de l'accessibilité au marché de l'Europe et avoir un marché, il sera peut-être pas totalement unifié, mais plus rapide et qui colle à l'innovation. Ça, c'est un point essentiel. Et après ça, c'est le point de départ, c'est quand même qu'on ait une recherche forte et qui passe rapidement à la recherche translationnelle, c'est-à-dire qui cherche à impacter le patient le plus rapidement possible. Christian ?
Je démarrerai avec un sujet qu'on n'a pas du tout abordé, qui est celui de la donnée de santé, enfin de la data, du numérique. Il y a beaucoup de projets. On organise aujourd'hui un espace européen. Je pense qu'il y a énormément à faire si on veut faire accélérer et faire des progrès considérables en matière notamment de développement de nouveaux médicaments contre le cancer, meilleure prise en charge. Donc là, il faut se parler. Voilà, je pense il faut des bonnes intérêt. data utilisables par tous, parce qu'elles ne sont pas toujours produites de la même façon. C'est un vrai sujet, ça aussi, en Europe. Dans le monde. Dans le monde. Là, pour le coup, c'est pas spécifique à l'Europe, hein, c'est le bazar à peu près partout, sauf dans les endroits qui ont déjà prédéterminé une stratégie. Par exemple, vous allez aux États-Unis, en Kansas, au MD Anderson, quand ils packent les données, c'est pour les revendre. Donc eux, ils ont déjà organisé, on va dire, une manière de financer leur recherche durablement. Je ne sais pas comment nous on fera, c'est un autre sujet, puis ça pourrait faire une table ronde qui durerait 1 heure, mais en tout cas, il me paraît essentiel de regarder ça avec l'ensemble des autres sujets qu'on a abordés, si on veut, au-delà des bases solides, avoir une trajectoire harmonieuse, parce que c'est de ça qu'on parle, hein, les bases, encore une fois, ça ne va pas suffire, des bases. Et le deuxième, je vais revenir, comme ça fera sur le PSCC, faire tomber des barrières réglementaires et favoriser les collaborations. Je crois que l'accélération, aujourd'hui, elle naît vraiment du fait qu'on met ensemble des gens avec des profils très différents. Chez Sanofi, il y a des tas de choses qu'on fait très bien, puis il y a des choses que, historiquement, un peu comme l'administration, on a perdu un peu de dynamisme. Et évidemment, quand on tombe sur des jeunes entrepreneurs qui viennent d'horizons très variés, eh bien, ça secoue un peu, et puis ça donne tout ça de l'allant. Et notre expertise devient incroyablement utile à ces jeunes qui, eux, amènent une énergie ou une curiosité que peut-être on avait un peu perdu. Voilà. Donc, favoriser. Et donc, moi, je trouve que 100 millions, c'est pas mal. Et que surtout, la volonté gouvernementale affichée, associée avec l'effort que tout le privé va mettre autour. Je suis sûr que Truffle Capital aura un œil de chimène sur ce qui va se passer là-bas. L'ordonnance du docteur Pouletti. Ça me paraît pas mal, ça. 3 choses. On n'a pas eu le temps de parler de prévention, hein, mais on a fait des progrès pour le cancer du sein, pour ce cancer du côlon avec la coloscopie, mais je vous cite le cancer du pancréas qui tue énormément parce que le diagnostic est fait la plupart du temps trop tardivement. Pourtant, on a des technologies d'imagerie, d'intelligence artificielle qui pourraient permettre de dépister un cancer du pancréas quand on peut faire une exérèse chirurgicale précoce. Donc, les politiques de santé en prévention méritent d'être améliorées. Donc, deuxième prescription, je vous l'ai dit, multiplier par 5 le budget de l'Agence nationale pour la recherche avec des vrais reviewers indépendants européens plutôt que de je te tiens, tu me tiens par la barbichette pour les décisions de financement de projet. Et troisièmement, bien la colossale assurance vie, 1600 milliards d'euros de stock, et bien si 4 ou 5% de cette assurance vie irriguait les entreprises de biotech, de medtech à tous les étages, au lieu de essentiellement financer la dette de la France et l'immobilier, eh bien on change la donne. Pas avec 100 millions, Christian, mais à ce moment-là avec quelques dizaines de milliards d'euros. Et comme les Français sont très créatifs, que la France est un beau pays pour entreprendre, j'ai aucun doute qu'en 10 ans, on serait non pas dans le peloton de queue, mais en tête. Anne Buchet, le mot de la fin. Moi, je ne suis pas en désaccord avec tout ce qui a été dit. Hein, donc, si je dis quelque chose en complément, pour moi, ce qui est important, c'est... je dirais, d'affronter la question de l'inégalité face au cancer. Et de ce point de vue-là, la mise en réseau de toutes les institutions qui s'occupent du dépistage, du traitement clinique du cancer au niveau européen est important. Il va y avoir un réseau des centres nationaux du cancer. Et puis aussi tout ce qui, avec cette mise en réseau, appuie la convergence des expertises scientifiques et de standards communs cliniques. Donc il y a tout ce travail sur l'assurance de qualité pour le dépistage, qui sont des choses qui sont en train de se passer au niveau européen et qui, à mon avis, vont bénéficier à l'ensemble de la population européenne. C'est vrai, parce que le dépistage, c'est quand même quelque chose qui ne coûte proportionnellement pas très cher et qui rapporte beaucoup quand même. Voilà, et on a des écarts sur les taux de couverture du dépistage qui varient entre les pays entre 5 et 90%. Donc c'est énorme en fait. Et là, on peut agir au niveau européen financièrement, mais aussi en ayant un accord sur les benchmarks en fait. Hein. Et c'est des domaines dans lesquels on a déjà progressé. Donc pour moi, ça c'est un élément
très important de ce que devrait apporter le plan cancer européen à l'heure actuelle. J'espère que, voilà, je croise les doigts. L'autre aspect, où je pense que les Européens ont à nouveau, enfin, où disons que le niveau européen est le bon niveau pour agir, c'est effectivement le domaine des données, parce qu'on a des règles de traitement des données personnelles qui sont spécifiques à l'Europe, et donc s'assurer qu'on peut consolider les données de santé pour les rendre disponibles pour la recherche, c'est fondamental. Donc là, merci. Hélène, on va peut-être prendre les questions. Je suis sûre qu'il y en a beaucoup. Absolument. Merci beaucoup. On peut vous applaudir pour ce débat très très riche. Un certain nombre de perspectives qui ont été listées, plutôt enthousiasmantes. Et effectivement, nous avons beaucoup de questions. Donc nous allons en sélectionner quelques-unes. Donc la première sur le PSCC et ses partenaires. Vont-ils faciliter, fluidifier, accélérer l'accès aux données en vue de favoriser l'innovation et la médecine personnalisée ? On sent bien que la question des données est sensible. Benjamin Garel. Oui, c'est un énorme chantier. Hein. Effectivement, les données ne sont pas structurées d'un pays à l'autre, mais elles ne sont pas structurées de la même façon d'un hôpital à l'autre. Ah oui, c'est simple. Donc effectivement, il y a pas mal de travail. Donc le PSCC, on va investir 30 millions d'euros à peu près sur le sujet. Pour justement structurer la donnée de santé. Et alors structurer la donnée de santé, ça veut dire quoi ? Ça va être capable de se dire finalement, dans les patients qui ont eu un cancer de poumon, qui ont développé une résistance à tel traitement, qu'est-ce que j'ai comme échantillon et qu'est-ce que je suis capable de regarder justement sur ce type de cancer qui est commun et que je pourrais essayer de cibler pour avoir une nouvelle thérapeutique. Ça, actuellement, si je fais cette requête-là dans un hôpital, il faut que je la rédige dans un autre langage, dans un autre hôpital pour avoir une réponse et avoir un panel de patients. Et je vais devoir fouiller des données aussi qui sont rédigées d'un certain type de façon. Donc voilà, c'est compliqué d'accéder à la donnée alors qu'elle existe. Et en plus, avec tout ce qui est intelligence artificielle, jumeaux numériques dont vous parliez, on a besoin d'énormément de données pour pouvoir travailler et aller plus loin. Donc la première chose, c'est de pouvoir y accéder. Et donc, on va financer cet accès à la donnée en la structurant et en vérifiant que cette structuration est conforme à la réalité du patient. Ça nécessite un travail énorme et qu'on a déjà lancé là, depuis 15 jours. Merci. Christian ? Oui, je disais, je crois que l'objectif, c'est d'accéder au rêve de tous les chercheurs. C'est que le gars, il se réveille le matin, il se pose une question, et potentiellement, il a accès à une base ou à des bases qui vont lui permettre de trouver avec qui il faudrait qu'il travaille pour essayer d'approcher la réponse. Donc c'est vraiment ça l'idée, de mettre tous ces supports en commun dans des formats qui soient compatibles pour que les requêtes qui sont faites, notamment par des industriels ou par des chercheurs académiques, soient simples et répétitives. Effectivement, merci. Oui. Alors effectivement, une deuxième question. Quels critères pour qu'une start-up soit hébergée au PSCC ? Acceptez-vous des start-up étrangères, même chinoises, nous demande-t-on ? Alors, on a clairement une ambition européenne et avant tout, on va s'occuper des startups en France. En revanche, c'est vrai que si on croit à la politique de site, on est ouvert à toutes les entreprises qui viendront de France et d'Europe. En revanche, on aura, par exemple, on a une aide à l'investissement. Il y aura un bonus pour celles qui s'implanteront sur le site du Paris-Saclay. Donc on est ouvert à tout le monde. En revanche, on croit vraiment à cette politique de site et on favorisera à ceux qui viennent soit s'implanter, soit ouvrir un bureau, pas forcément changer leur siège social, hein, il y a trop de projets de vie derrière, mais de se dire, voilà, si j'ai un partenariat avec Gustave Roussy et que je fais un essai clinique avec Gustave Roussy, je mets mon équipe d'essais cliniques au pied de Gustave Roussy. Ça peut être un des points qu'on favorisera et qu'on aidera. Merci beaucoup. Alors, nous allons prendre une troisième question. Alors, on a parlé effectivement de prévention, de dépistage, mais que prévoyez-vous pour les maladies inflammatoires qui font parfois le lit du cancer et sont invalidantes pour les patients ? Philippe. Alors, je suis très fier de répondre à cette question, puisque une de nos entreprises qui s'appelle Abivax a développé un très nouveau médicament qui est maintenant en phase 3 aux États-Unis et en Europe pour des besoins colossaux, puisque les maladies inflammatoires, au point de vue marché, ça va être à peu près 90 milliards de dollars en 2026, donc pas très loin de la cancérologie. Et donc, c'est un médicament qui induit
un micro-RNA qui est un régulateur normal des maladies inflammatoires. Donc on pense que ce médicament battra celui de Pfizer, celui d'AbbVie et de quelques autres quand les résultats de phase 3 seront disponibles, les résultats de phase 2B étant excellents. Merci. Alors, peut-être une autre question ? Alors, Monsieur Pouletti, au-delà du constat que vous faites sur le PSCC, que proposez-vous à la France et à l'Europe? Quelles sont vos solutions? Merci. Alors, je crois que évidemment, j'ai déjà répondu. En une minute. Donc, premièrement, il faut être très ambitieux. Si on fixe les objectifs assez bas, on sait qu'on finira en dessous. Donc, pour l'Europe, j'aimerais voir des initiatives à l'instar de ce qu'on discute pour la défense, par exemple. Mais on devrait avoir une politique de santé très ambitieuse, que ce soit sur la recherche, le développement, le prix, le remboursement. J'ai déjà dit ce que je pensais. Il faut stimuler à la recherche académique en raisonnant comme pour les équipes de foot, c'est-à-dire ça doit être une recherche bien financée et élitiste. Alors pour les clusters et les localisations, Saclay, c'est une bonne idée. Moi, j'aime bien raisonner sur ce qui a fait le succès de la Silicon Valley, de San Diego, de Boston. C'est Sea, Science and Sun, pour attirer les entreprises. Il y a du soleil. Non, mais j'ai dit Saclay, c'est très bien. Mais les clusters où vous avez... Il faut savoir que les chercheurs, les très bons chercheurs, ils choisissent les endroits où vous avez d'autres très bons cerveaux, des moyens financiers, et où la famille va avoir envie de s'installer. Donc, quand vous avez une école internationale, par exemple, c'est un facteur d'attractivité aussi important que les laboratoires de recherche. C'est pour ça qu'on installe des entreprises à Nice, où on arrive à embaucher des chercheurs, des ingénieurs de l'Europe entière très, très facilement. Mais la clé, c'est quand même le financement, les moyens financiers à tous les étages de la fusée, depuis la recherche académique jusqu'au financement des entreprises qui sont en phase 3 ou qui préparent un lancement commercial. L'Europe en a les moyens, les Français en ont les moyens, à condition de quelques décisions politiquement ambitieuses. Merci beaucoup. Alors, on va peut-être prendre une autre question. Quid d'un Paris-Saclay European Cancer Cluster? Qui répond? Alors, on a clairement il y a déjà une ambition européenne. Une visée européenne, je l'ai dit tout à l'heure. On est pour parler avec Cancer Core Europe justement sur la data, pour offrir donc non seulement du multicentrique au niveau français, mais qu'on puisse aussi incorporer 6 autres centres européens, Suède, Allemagne, etc. Donc voilà, c'est le premier pas. Nous, on a 15 jours. Enfin, ça fait 1 an qu'on travaille, c'est 15 jours qu'on sait qu'on sera financé. Mais clairement, on a des visées et on ne va pas s'arrêter à la data au niveau européen. Mais même mondial, on peut écrire l'ambition depuis le départ, et c'est ce qui fait que Sanofi a poussé et que d'autres joueurs ont envie de rejoindre, c'est clairement de s'inscrire dans une compétition mondiale, ni française ni européenne. Je vais revenir quand même sur les 100 millions. Sur les 100 millions, c'est l'État, je disais Sanofi 150. Il y aura des tas d'autres grandes entreprises qui vont nous rejoindre, je n'ai pas tellement de doute là-dessus. Et ça ne comprend pas le bâti. On a aujourd'hui Cadence, Pirellis, enfin tous les bâtisseurs qui sont en train de monter les immeubles. Donc si on ajoutait je sais pas comment dire, la valeur qui est déjà en train de s'organiser, de produire, pour permettre à ces gens de prendre le café ensemble et d'inventer le médicament de demain en prenant le café, je pense qu'on est déjà sur plusieurs centaines de millions. Non, je t'enverrai la présentation, ça vaut la peine, je pense. Très bien. Eh bien, écoutez, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup. On vous applaudit une nouvelle fois.